Alors vu que cette saison, on va parler un petit peu de ce qui émerge avec le printemps, tout ce qui sort de terre, tout ce qui arrive, tout ce qui monte, tout ce qui ascensionne, et tout ce qui est mûr est prêt à être cueilli et consommé. Alors il n'y a pas grand-chose dans les jardins, entre guillemets, dans la nature domestiquée, il y a peu de choses qui sortent, si ce n'est les résidus et ce qui perdure de l'hiver. Nous, on va s'attacher à voir ce qui émerge, en fait, avec l'énergie du printemps, c'est-à-dire essentiellement les plantes. Les plantes. Alors, est-ce qu'on dit plante, est-ce qu'on dit plante médicinale? Qu'est-ce qui différencie d'une plante médicinale, déjà? Eh bien, c'est sa concentration en principe actif. Pourquoi créer une partition dans la nature? On sait que des herbes aromatiques ont des principes actifs. On ne va pas appeler le persil une plante médicinale, or c'en est une. On ne va pas appeler le basilic une plante médicinale, or c'en est une. La coriandre, pareil. Le thym, le romarin, pareil. Et certaines, on va pas. Donc, ce qu'on arrive à domestiquer, en gros, c'est pas médicinal. Et ce qu'on n'arrive pas à domestiquer, ben, ça pourrait l'être. Donc, c'est une vision très, très simple et surtout très, très égotique de dire ce qu'on maîtrise. Ben, en fait, c'est commun. Et puis non, on pourrait dire que la plupart des salades, ce sont des plantes sauvages qu'on a domestiquées avec les graines. On pourrait étendre comme ça. Donc, on pourrait déjà se poser la question de la culture et de l'agriculture. C'est une maîtrise, c'est une tentative de devenir Dieu pour maîtriser la nature. Je ne vais pas développer dessus, mais c'est juste une paraphrase, une citation de François Coupland. Donc François Coupland, c'est la personne en France qui est la plus savante, experte sur les plantes sauvages, comestibles. Et je l'avais vu en conférence une fois, et il avait dit « L'homme a inventé la bombe atomique à partir du moment où il a inventé l'agriculture ». Alors c'est extrêmement choquant et violent comme phrase, et plus le temps passe, plus je comprends le sens de sa métaphore. Oui, on a créé un véritable chaos en disant on ne consommera que majoritairement telle espèce, au détriment d'autres, et on improvisera la nature plutôt que d'aller à sa rencontre. Et en partant de tentatives de maîtriser, on va créer des abominations à travers des hybridations, des sélections, des croisements génétiques dans les plantes, et puis qui vont aller au bout de l'extension logique, à trafiquer l'atome dans sa plus petite mesure. Donc tout de suite, on va balayer la question de consommer des plantes ou consommer des plantes médicinales, ce qui ne veut rien dire ou dire la même chose. S'inscrit-elle dans une démarche hygiéniste? Alors, la plupart des hygiénistes diront non, là où j'affirme oui. Donc, moi, en tant que moine, ça ne me fait pas grand-chose d'être excommunié de telle ou telle croyance, c'est pas un problème. Mais si l'hygiénisme s'évertue à dire qu'il faut se mettre en lien, en relation avec la nature, que c'est la force de vie de l'hygiénisme que d'être dans une dynamique naturelle, je ne vois pas ce qu'il y a de différent à aller ramasser, je ne sais pas, des feuilles de pissenlit par rapport au fait de cueillir des champignons ou de cueillir des baies sauvages, si ce n'est le goût. Et si on dit, le goût doit toujours être agréable, le goût c'est complètement subjectif, puisque j'ai vu des personnes, et même des enfants, se ruer sur des goûts amers tout à fait surprenants, là où on penserait que le sucre est leur préférence. Mais si on parle d'instinct, c'est que ça répond à un besoin. Et le besoin d'amertume, ça peut être de répondre à une insuffisance pancréatique ou hépatico-biliaire. Donc, se mettre en lien avec la nature, c'est aussi se mettre en relation avec ses besoins et son instinct. Et nier ces évidences-là, c'est de se couper de la nature. Donc, je ne vois pas comment ça peut être cohérent avec une démarche qui ressemble, s'apparente ou se revendique de l'hygiénisme. Moi, c'est quelque chose avec laquelle j'ai toujours été en délicatesse. J'appelle ça l'hygiénisme de salon ou l'hygiénisme de bureau, c'est-à-dire quelque chose qui est uniquement intellectuel, puis quelque part complètement détaché de la réalité des choses. Voilà, c'est pour ça que j'avais fait une causerie sur
les algues et les plantes sauvages sont-elles hygiénistes? Ben, c'est la même chose. On dit ben, l'homme évolue sur Terre, donc il ne va pas au contact de l'eau. Ah bon, donc il peut grimper 20 mètres dans l'arbre de manière très compliquée pour aller chercher un fruit rare, mais par contre il ne peut pas marcher les pieds dans l'eau pour prendre quelques algues et en manger. Et on voit bien que des singes notamment trempent leurs aliments dans l'eau de mer ou mangent des choses complètement qui nous paraissent hors contexte par rapport à la vision hygiéniste. Donc est-ce que le singe évolue de manière plus naturelle que l'humain? C'est une question. En tout cas pour les plantes, je trouve que c'est se mettre en relation intime avec la nature, intime avec les éléments, puis intime avec les vibrations du cosmos, et de s'aligner avec la saison qui émerge. Et donc le printemps, c'est ça, ça fleurit, ça foisonne, c'est rayonnant. Donc ce que je disais, on va récolter des champignons, des baies ou des fruits sauvages. Pourquoi faire des distinctions avec les plantes? Donc ça fait partie de l'alimentation, surtout qu'on a domestiqué certaines plantes. Et à partir du moment où on les a domestiquées, ben non, elles étaient plus sauvages. Ok. Souvent, ce seront des plantes amères, astringentes, hautement dépuratives, et qui pourraient nous servir à quoi, du coup? Ben, nous détoxifier de l'hiver, ou dans nos saisons, on a une nourriture qui est peu vivante et encrassante, parce que ça aura été une alimentation de stockage. On aura stocké des grains céréaliers, oléagineux, ou légumineux. Et on aura mangé les légumes de saison, ben, ils ne sont pas pléthores sous nos latitudes, en tout cas je parle là en Franche-Comté. Donc il n'y en a pas énormément. Donc soit on jeûne beaucoup, soit on mange beaucoup de produits acidifiants et riches en gras qui vont surcharger l'organisme. Donc quand arrive le printemps, youpi, il y a des choses vivantes qui émergent, et surtout avec des principes actifs forts pour nous nettoyer de ces excès de l'hiver. De toute façon que l'hiver, on est moins dehors, on fait moins d'activité physique, on respire moins l'air frais, on s'empâte, on s'enquiste, on se congestionne, en gros. Et donc tous les principes actifs de ces aliments plus riches vont nous aider. Et ça nous donne l'occasion de faire de l'activité physique, de mettre notre système lymphatique en mouvement, de mettre notre système respiratoire en mouvement, de mettre notre système musculaire en mouvement, et d'aller cueillir. Parce que c'est ça la démarche. C'est d'aller cueillir en définitive. C'est pas consommer des plantes sauvages. C'est se mettre en relation avec les plantes sauvages, aller à leur rencontre, les choisir, puis seulement les consommer. Donc un grand oui pour le fait que ça soit cohérent et compatible avec une démarche hygiéniste. On va voir quelques plantes courantes, facilement identifiables, pas trop dures à trouver et à récolter. La plus connue, c'est l'ortie. Alors l'ortie, pourquoi je la cite en premier? Parce que tout le monde sait reconnaître de l'ortie. Et on en trouve partout, sur des sols très riches, très très riches, donc bourrés de minéraux, d'oligo-éléments, chargés de chlorophylle, évidemment. Et puis qu'on peut cuisiner à toutes les sauces, sans jeu de mots. Vous pouvez faire des smoothies à l'ortie, des jus, des soupes, des purées. Enfin, vous pouvez en faire des quantités. Il y a un livre, je ne fais pas de pub, mais bon, il est bien fait, donc j'en profite pendant que je l'ai en tête. Un livre aux éditions La Plage qui doit coûter 10 €. C'est Cuisiner les orties et les pissenlits. Voilà, il doit y avoir une vingtaine de recettes pour chaque plante. C'est top. Et donc ça permet d'assaisonner. Enfin bon, il y a des recettes qui sont très cuites, trop cuites, mais bon, vous prenez un peu de panais que vous faites un peu cuire vapeur, vous mixez avec de l'ortie, c'est tout simplement délicieux. Vous mélangez avec quelques noisettes trempées, c'est succulent. Voilà, ça permet de faire ça. Puis après, bon, on peut en faire on peut mettre dans les bouillons aussi. Moi, j'en mets souvent dans les bouillons, etc. Donc l'ortie, extrêmement polyvalent. On peut en faire aussi des emplats, des cataplasmes. On peut tout faire avec l'ortie. Ça travaille en profondeur sur le système endocrinien. C'est un très bon rééquilibrant du système endocrinien globalement. Voilà, donc tout au-dessus, l'ortie. La deuxième chose, ça va être un peu double, ça va être le bouleau.
Donc le bouleau, c'est pas sous toutes les latitudes et pas à toutes les hauteurs, toutes les altitudes. Il y en a énormément en Franche-Comté, donc moi je suis habitué à voir, j'ai toujours vu du bouleau, donc il y a un rapport proche avec le bouleau. On considère souvent le bouleau par rapport à sa sève, qui est exceptionnellement nutritive et dépurative. Extrêmement, évidemment, ça vient des profondeurs. Il y a une notion symbolique, évidemment, tout ce qu'on dit là, je parle, mais il faut le voir au moins autant d'un point de vue symbolique. Il y a quelque chose qui émerge de la terre qui va irriguer l'arbre et qui va le nourrir. Donc quelque chose qui ressort, qui était enfoui tout l'hiver, tout le froid, et qui arrive pour jaillir et transmettre la vie. Donc un bouleau moyen, de, un diamètre de 20-25 cm, est irrigué par plusieurs centaines de litres de sève par jour. Et il est possible de ponctionner, je ne vais pas rentrer dans les détails, sur comment on trouve ça facilement, quelques litres à cet arbre. Alors évidemment de manière respectueuse. Les gens en demandent quand on se sert, c'est la moindre des politesses, mais quand on cueille une plante, c'est la même chose. Quand on arrache, quand on extirpe d'un milieu, de la même façon quand on soulève un enfant, eh ben on a une demande gestuelle, selon la... On est typiquement dans l'aptonomie, de présence pour porter. C'est pas un enfant, c'est pas un sac. Une plante, c'est un élément vivant qui a à être respectué parce qu'elle va nous redonner quelque chose en échange. Donc on est toujours dans une démarche de respect vis-à-vis de la nature avec un grand N. Donc quand on va prélever de la sève, c'est comme quand nous, on va nous faire un prélèvement sanguin si on fait un don du sang. Voilà, il y a une démarche. Ça sert à quelque chose de bon, on peut se permettre d'en donner un petit peu, mais c'est une démarche. Et donc la sève de bouleau est incroyable. C'est incolore, c'est presque inodore, c'est très légèrement sucré, à peine. Voilà, riche en sels minéraux, très dépuratif. Donc attention du coup dans la consommation, surtout pour les gens qui seront un peu à délicatesse des reins. Il y a les molos. Donc voilà, un verre, voire 2 par jour, pas plus, et puis elle est tranquille, puis certaines personnes, au bout de 2-3 cuillères à soupe, ça déclenchera des diarrhées, voilà, ça dépend encore une fois le terrain de l'individu, évidemment. Et au-delà de la sève de bouleau, dont on va pouvoir se faire des cures de 2-3 semaines, eh ben, il y aura simplement les feuilles de bouleau. C'est pour ça que dans le commerce, vous trouvez du jus de bouleau, et pas de l'eau de bouleau. Ce qu'est l'autre nom de la sève. Le jus de bouleau, ça va être la macération des feuilles. Parce qu'évidemment, si un arbre a des propriétés dépuratives au niveau de sa sève, la sève va irriguer les feuilles. Donc les feuilles comporteront ces propriétés dépuratives. Donc vous pouvez prendre... Alors, il n'est pas... Évidemment que là, je serais tenté de dire, je ne vais pas parler de préparation, parce que si on dit que les plantes sont naturelles, est-ce que l'infusion, la décoction est naturelle? Ah, ça, c'est autre chose. Alors là, il faudrait se mettre, je fais une aparté, mais tout de suite, il faudrait se mettre à considérer l'homme comme un alchimiste. Alors, je serais tenté de dire, et pourquoi pas? Mais ça veut dire que si on est dans une démarche alchimique de la vie, il faut avoir un sacré travail spirituel, une sacrée foi, un sacré enracinement, une sacrée reliance à la nature, pour se permettre de la transfigurer, et de tenter de nous transfigurer. Donc là, c'est une démarche de développement personnel. Donc là, oui. Là oui, mais là on est dans des considérations spirituelles et pas du tout physiologiques, en tout cas pas uniquement. Lors de la transformation, de faire passer un élément d'un état à un autre. Donc là, je ne vais pas développer là-dessus, on pourrait, mais on ne va pas faire des ramifications partout. Les ramifications qu'on va garder, ce sont celles des branches, pour aller donc jusqu'aux feuilles du bouleau qu'on peut consommer en mangeant, soit directement dans la bouche, soit en assaisonnant, enfin on fait ce qu'on veut. Mais c'est pour expliquer que ce qui est vendu dans le commerce, du jus de bouleau, alors vous pouvez faire du jus de bouleau, vous pouvez faire des macérations de bouleau, ce que vous voulez, mais sachez que ça peut être consommé. Après, l'intention que chacun va mettre derrière et le travail que chacun va accomplir avec les éléments vivants, ça le regarde, mais évidemment, tout acte est significatif. Donc la feuille de bouleau. Une plante que j'adore, c'est le plantain. Pareil, qui est très facilement trouvable, ça on en trouve sur à peu près tous les terrains. La plupart des sols, enfin en tout cas dans notre région, sont très calcaires, donc acides, et donc le plantain aime les sols calcaires. Et donc c'est pareil, ça s'identifie facilement, vous avez deux variétés de plantain, notamment des feuilles très nervurées, très dures, donc là ça se consomme
en salade, pareil, il y en a qui font en jus, mais en salade ça passe très bien, ciselé, en petits morceaux. Alors c'est intéressant, pourquoi? Là, les trois plantes que je vais présenter travaillent sur le système lymphatique. Donc c'est ce qui est très congestionné. Puis bon, le système lymphatique, c'est vraiment l'usine de recyclage où les petits éboueurs passent pour nettoyer les déchets puis transporter les éléments, on va dire, bienfaisants du système immunitaire, comme les lymphocytes NK, les lymphocytes T3, T4. Voilà, donc ce sont des choses. Le système lymphatique est, de mon point de vue, le pilier fondamental de la santé d'un point de vue physiologique. Et donc le plantain va stimuler la dynamique du système lymphatique en l'épurant. C'est pour ça que c'est une plante souveraine pour les problèmes de peau. Quand on est piqué ou autre, on frotte, parce qu'en fait on active le système lymphatique qui est à 60% superficiel sous la peau. Donc plantain, excellent. Autre plante, là qu'on trouve partout, le chien-dent. Le chien-dent, pareil, c'est une plante qui extirpe vraiment les toxines, qui draine puissamment le sang et la lymphe. Donc là, pareil, à voir comment chacun veut ou peut la consommer. Donc pareil, ça fait partie des mauvaises herbes. Mais c'est ça qui est très drôle, hein. Souvent ces mauvaises herbes qui prolifèrent, et ben en fait elles poussent alors qu'on n'en veut pas, et nous dans nos jardins on n'arrive pas à faire pousser ce qu'on veut. Mais c'est très drôle, mais on est quand même plus savant que la nature, hein, quand même. Hein. On ne connaît rien à la nature. Hein. Nous on sait. On a plein de connaissances, on a plein d'analyses, mais on n'arrive à rien faire pousser. Et puis on désherbe et puis ça repousse. Et on met des engrais et ça ne pousse pas. Mais voilà, donc ça sera toujours plus intéressant de s'extraire de la nature pour tenter de la reproduire. Troisième plante, là, que je disais, qui travaille vraiment sur le système lymphatique, la livèche. La livèche est peu connue, ça pousse bien, hein, ça pousse bien dans les jardins. Moi, je mets dans le jardin. C'est pas mauvais, il y a un petit goût légèrement anisé qui monte très haut, donc on fait des longues réserves. Alors là, pareil, en appui si on fait des jus, ou alors les feuilles sont assez tendres, donc coupées dans des salades, c'est très bon. Et voilà, avec des principes actifs très astringents, très amers, et qui travaillent vraiment en profondeur. Donc la livèche, pareil, qui est une feuille dentelée, un peu verte claire, qui est très bien. Et puis ma préférée, enfin, le pissenlit. Le pissenlit, pourquoi? Parce que j'aime ce qui est vulgaire et ce qui est commun. J'aime la simplicité. Ça doit être mon nom de famille qui est assez vulgaire et commun derrière ce qui renvoie, qui me fait aller là-dedans, ou les origines dont je viens, mais je me dis, on néglige en fait ce qui est proche de chez nous et ce qui est commun en fait. On a tendance à chercher l'exceptionnel, donc moi je préfère les pissenlits. Les pissenlits, dans toutes les familles rurales, on faisait les salades de pissenlits à toutes les sauces, voilà, on en mettait partout avec les fleurs de pissenlit, on mange tout dans le pissenlit. Moi ce qui m'intéresse, j'ai une attirance pour la racine de pissenlit. Donc la racine, quand elle est fraîche, eh ben, on peut la manger, ça oui. Mais moi je sais que dans ma démarche, je ne dis pas qu'il faut le faire, mais dans ma démarche, dans la cohérence, que je ne vais pas expliquer parce que c'est quelque chose de personnel, j'aime la décoction. Et j'aime la torréfaction de la racine. Elle travaille préférentiellement sur la dépuration de la vésicule biliaire, même le pancréas, et puis le foie. Et vous avez tout un tas d'études qui vous montrent qu'au niveau de la destruction des cellules cancéreuses, il n'y a rien de tel que la racine de pissenlit. Mais on préférera des fois des champignons, des baies qui viennent du bout du monde, à 80 € le kilo, alors qu'on a de la racine dans le jardin qu'on peut stocker toute l'année si on la déshydrate. Bon, c'est des racines profondes, on peut faire des stocks avec peu, on peut faire des stocks pour l'année. Donc j'adore la racine de pissenlit, j'aime la... Alors ne pas confondre avec le pissenlit avec la dent de lion, hein, c'est différent, ce sont des plantes différentes, hein, donc il faut bien regarder. Donc les feuilles sont très bonnes aussi, ça s'accommode très bien, et puis les fleurs, enfin on peut tout manger. Il y en a en abondance partout où qu'on veuille, donc même si on n'a pas de jardin, il y a toujours un pré vers chez soi, un pâturage où il y aura ça, ou des amis. Donc pissenlit très facile à trouver et magnifique. Autre chose par contre qui est plus difficile à consommer, mais qui si on reste sur la sphère hépatico-biliaire est très pertinente, le chardon-marie.
On voit les ânes, je dis ça parce qu'il y a des ânes juste derrière nous. Là, il y a qui dévorent le chardon-marie. Souvent, on remarque, souvent on a découvert des plantes où il y avait des affections, des virus qui touchaient certains organes, et puis certains troupeaux n'étaient pas touchés. Puis on se rendait compte que c'était ce que mangeaient les... C'est notamment comme ça que le boldo, qui est une autre plante dépurative du foie, a été découverte parce que les moutons d'un troupeau on consommait dans les arbrisseaux, et puis non pas ton malade, je crois que c'était la douve du foie, enfin je sais plus. Enfin bref, et donc le chardon-marie est consommé, et c'est pour ça que quand on parle des animaux herbivores, on oublie qu'ils consomment énormément d'éléments que nous on ne consomme pas. Alors comment on peut consommer le chardon? Eh ben après vous pouvez faire macérer dans l'alcool, vous pouvez faire des teintures mères, vous pouvez faire de la glycérine, vous faites ce que vous voulez, des infusions, des décoctions, peu importe. Je donne, là on est dans le remède, mais quelque part j'assume aussi. Donc là oui, on serait peut-être pas dans une démarche hygiéniste du tout, parce qu'il faudrait être capable de le manger, donc on n'y est pas, mais je cite quand même le chardon-marie, parce qu'il rend service à bon nombre de personnes qui ont des grandes difficultés au niveau du système hépatique. Et puis je vais finir par une plante, qui est pas mal, c'est l'achillée millefeuille, alors qui elle est souveraine pour la sphère gastro-intestinale, mais aussi pour les problèmes d'endométriose. Voilà, donc c'est une plante, enfin voilà, ce sont des problèmes, on va dire, qui ne sont pas anodins dans le monde dans lequel on vit, qu'on peut aller cueillir facilement, et puis qui n'est pas mauvaise, quoi. Alors maintenant, je vais parler de plantes un peu plus facilement consommables, qui sont plus courantes, mais qui demandent une recherche, et puis qui sont très brèves dans le temps. Alors vous avez la berce, on est facilement identifiable, les petites clochettes un peu blanches, là, ça se trouve dans les... qui est très bonne. Moi, je mets ça quand je fais des pâtés végétaux crus, j'en mets dedans, je mets de la berce, je trouve ça bon. Vous avez évidemment l'ail des ours, qui est un condiment extrêmement en vogue, avec lequel on fait des tartares, des pestos. Voilà, donc là c'est une petite période, entre février et avril on va dire. C'est souvent dans les sous-bois, dans certaines régions. Et puis c'est à l'odeur qu'on les reconnaît. On les froisse un petit peu, ça a clairement le goût d'ail. Et donc ça s'apprécie dans les salades, dans les potages, en condiments, peu importe. Ça, c'est vraiment très, très bien. Puis avec des propriétés dépuratives, chélatrices, assez importantes au niveau intestinal. Ça ne déloge rien, mais ça entraîne dans ces fibres en dehors ce qui pouvait être circulant dans le sang. Dans la même dynamique de choses qu'on trouve facilement, c'est l'oseille sauvage. Donc ça, c'est des feuilles à saveur très, très acide. Je crois d'ailleurs que c'est assez acidifiant, donc il faut faire attention à l'oseille. C'est pour les gens qui ont des maladies à cristaux ou des crises de gouttes. Grande vigilance à l'oseille, autant se mettre loin. Voilà, pareil, on va récolter ça avant la floraison, au printemps. Et puis ça va se consommer comme l'oseille qu'on va utiliser dans ce qu'on appelle l'oseille potagère, quoi. Donc là, pareil, c'est très répandu dans les bords de chemin, dans les prés, on en trouve assez partout. C'est la même chose un peu que ce qu'on appelle la petite pimprenelle. Donc là, à chaque fois qu'on est en balade, c'est facile à repérer, c'est très courant. Ces petites feuilles ovales et dentelées, voilà, qui sont disposées par deux le long de la tige. Ça a une saveur un peu douceâtre, ça peut être un peu comme le concombre, on va dire, avec une touche d'amertume et d'astringence. Enfin, toutes les plantes ont de l'amertume et de l'astringence, hein, ça c'est sûr. Là, c'est extrêmement riche en vitamines. Et puis, ça peut être utilisé un peu comme assaisonnement, comme on pourrait le faire comme le persil, en définitive. La plus facilement identifiable, quand on ne s'y connaît pas trop, c'est l'asperge sauvage. Donc ça, notamment dans le sud de la France, mais on va en trouver aussi dans les parties nord, donc les jeunes pousses. Donc là, c'est trop long, très fin, vert très clair. Et puis là, c'est souvent au pied des buissons qu'on va les trouver, ou sur les terrains très sableux, les garrigues, tout ce qui est un peu aride aussi. Donc ça, c'est très bien. Et puis on va les consommer, qu'on consomme des asperges vertes classiques. Voilà, donc c'est un petit tour rapide, absolument pas exhaustif, parce qu'on pourrait en citer plein. Là, c'était quelques exemples, mais qui sont simplement des déclencheurs pour donner l'envie d'aller se mettre au contact un peu plus de la nature, profiter de l'émergence du printemps, un temps plus doux, un soleil plus présent, des journées plus longues, pour aller se promener. Puis ça donne un objectif à la balade.
En ayant un objectif à la balade de recherche, ça nous oblige à être plus présent à notre environnement, d'être plus à son écoute. Et puis en cherchant, on va voir peut-être des petits insectes, on va voir aussi des petits animaux, on va voir des terriers, on va voir des choses comme ça. On va redécouvrir la nature avec laquelle on est peut-être en rupture. Et donc pour moi, il y a un côté vraiment global dans le fait d'aborder les plantes. Donc c'est déjà d'aborder la nature dans sa vibration saisonnière, dans son changement. C'est d'entreprendre une dépiration, d'être à son contact, d'être au ressenti, d'être dans l'appréhension de nouvelles saveurs, de développer de nouvelles recettes entre guillemets, même si pareil la notion de cuisine, elle a été relativisée parce que là, faire la cuisine, c'est être dans le plaisir et dans l'envie souvent, et rarement dans le besoin, donc ça c'est une considération qui est absolument subjective, mais force est de constater que ces saveurs amères et astringentes que nous proposent les plantes sont loin de nos stimulations quotidiennes en matière d'aliments, et pour autant, encore une fois, plus un organisme se voit sous-stimulé, plus il s'atrophie, puis après on va aller vers une seule direction, qui est toujours la même, qui est le sucre. Donc de ramener de la saveur amère et astringente nous pousse quelque part à étendre l'étendue de nos papilles et de nos saveurs gustatives, et puis nous amènera à être dans une alimentation plus normée, je ne dis pas plus normale, mais plus normée, que représente une alimentation de maraîchage, dans quelque chose qui est sans doute plus instinctif.